Alors juste avant de commencer cet épisode, je voudrais quand même rendre hommage à Océan Pogé, qui est un freelance que j'ai trouvé sur Upwork et qui m'a bien aidé à corriger la qualité du son de la piste de notre invité du jour. C'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur d'enregistrer avec Marie. On a confronté nos défis respectifs, même si le mien n'a absolument rien à voir avec le sien en termes d'ampleur, mais je tenais absolument à enregistrer cet épisode et puis aussi à le diffuser. Vous pourrez l'entendre. On a enregistré en novembre, on est en février. C'est pas que j'ai traîné pour diffuser, j'ai traîné pour réussir à trouver une solution pour corriger la qualité audio de la piste de Marie. Donc ne m'en voulez pas si la qualité n'est pas à la hauteur de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Malgré tout, ce qui compte, c'est le discours. Je vous laisse découvrir cette interview avec Marie Léoté, alias l'outil runner. Salut les sportifs! Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti! Salut les sportifs, c'est Hermano et que Hermano aujourd'hui sur le podcast Devenir triathlète. Mon compère Olivier n'est pas présent pour quelques épisodes, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir bientôt en forme. En attendant, j'ai quand même un invité, ou plutôt une invitée qui était déjà venue sur le podcast sur les épisodes 151 à 154. Elle a réalisé une superbe expérience, un super défi, bien au-delà de ce que moi j'ai réalisé, mais je dois dire que elle avait aussi un petit peu contribué à faire pousser la petite graine qui était déjà en moi, même si je pensais déjà à ce défi, elle m'a aidé aussi à le construire. Je veux parler de Marie Léoté. Salut Marie. Salut Hermano, content de te retrouver. Et bah pareillement, au final ça fait quand même 3 fois maintenant, hein. Une fois on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a partagé un petit peu du bout de ton tour du monde. La deuxième fois, c'était pour enregistrer les épisodes de Devenir triathlète. Et puis là, on remet le couvert. On va reparler avec toi un petit peu de justement ton big défi. Ouais, la boucle est bouclée maintenant. Et puis, ça fait quand même 1 an maintenant que je suis revenue de ce tour du monde. Donc, c'est passé des choses. J'ai dû gérer l'après. Je crois que c'est quelque chose qu'on a en commun. Tu es en plein dedans en ce moment. Tu gères l'après de ton propre défi. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, pas seulement pour des grosses aventures comme la mienne ou comme la tienne, mais aussi parfois des retours de course, des retours de quand on s'investit pendant très longtemps sur un projet et il faut gérer l'après, divers mesures. C'est clair. C'est vrai que sur le podcast, on a souvent eu l'occasion de parler de cette petite mort du sportif, la déprime, le blues post-marathon. Toi, t'es bien au-delà de ça, puisque j'ai arrêté les comptes, mais je crois que tu courais tous les jours quand tu courais au moins un marathon, plus ou moins. On va revenir là-dessus, notamment pour celles et ceux qui ne t'auraient pas encore écouté. Donc, ce que je te propose, c'est reprendre le fil normal du podcast Devenir triathlète. On demande à nos invités de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Marie Léoté ? Je m'appelle Marie Léoté, j'ai 46 ans maintenant. Et à 42 ans, en décembre 2019, je me suis lancée dans un tour du monde en courant. Tour du monde en courant, vous avez bien entendu. Donc, ça consistait à traverser 4 continents, de part en part, c'est-à-dire d'océan à océan. En courant, je m'étais fixé comme rythme de courir 1 marathon par jour, 6 jours sur 7. Et puis de parcourir à minimum la distance imposée par la World Runner Association. C'est l'association qui valide et ratifie les tours du monde en courant. Et donc la distance minimum était de 26 230 km et j'ai fait 28 300 km en tout. J'ai traversé l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et voilà, donc c'était un très beau voyage qui a duré 2 ans et demi. Je me suis retrouvée un peu avec l'épidémie de Covid qui m'est arrivée dans les pattes au bout de 3 mois de course, mais j'ai continué malgré tout. C'était un peu compliqué, mais l'envie de faire ce tour du monde était tellement présente. Donc voilà, il y a 1 an, en septembre 2022, j'ai bouclé ce tour du monde et me revoilà pour parler de l'épilogue et du livre. Et ouais, on va parler de tout ça. C'est vrai que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté nos épisodes, on vous renvoie, chers amis, aux épisodes, je disais, 151 à 154. C'est la période où on faisait des épisodes quotidiens. On est revenu justement sur toi, ton parcours, la genèse de ce tour du monde. Donc, ce sera pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, déjà à titre perso, parce que tu l'as dit, je suis aussi dans le post-défi et j'ai beaucoup à apprendre de toi. Mais je pense que ça peut aussi intéresser nos auditeurs. Et puis aussi l'épilogue, comme tu l'as dit, comment est-ce que ça s'est passé depuis 2021 quand on t'avait interviewé? Tu l'as dit, il y a eu
la pandémie de Covid qui est passée entre les deux. Ça a rebattu un petit peu les cartes, ça t'a obligé à repenser un petit peu le planning, à faire une petite pause. Donc finalement, ce blues du sportif, toi tu l'as connu quand tu as été obligé de t'arrêter pour l'épidémie de Covid. Et puis après, t'es resté quand même très alerte, t'es quand même resté active. Et puis après, t'es reparti. Et du coup, effectivement, tu t'es arrêté en septembre de l'année dernière. Donc je te propose peut-être de revenir avec nous sur la suite. Quand on s'est quitté, donc tu finissais la partie française. Qu'est-ce qui s'est passé après la France? Comment tu as continué en Europe? Et puis après, quel continent tu as enchaîné? Ouais, donc j'étais en train de patauger en Europe quand on s'est connus, quand on s'est rencontrés notamment au Luxembourg. Je redescendais la France du nord au sud, partie est, après l'avoir traversé du sud au nord. Je piétinais en fait en Europe parce que c'était très compliqué post-premier confinement. On n'était plus en confinement, mais il y avait des frontières ouvertes, des frontières fermées, des pays dont l'industrie du tourisme était au point mort, donc je pouvais pas traverser parce que où me loger, où aller trouver mes ravitaillements, c'était vu que j'étais en solo, c'était très compliqué. Donc en fait, j'essayais de naviguer dans cette Europe avec des frontières ouvertes, fermées, essayer de trouver mon chemin. Et en fait, cette traversée de l'Europe qui aurait dû durer 7 mois, entre le départ du Portugal sur la côte atlantique jusqu'à le tourisme du Bosphore à Istanbul, ça aurait dû durer 7 mois et à peu près 7000 km, je pense, 7500 km. Et ça a duré finalement 15 500 km, soit 1 an et demi de course avec, bien sûr, les 3 mois de confinement numéro 1 et 1 mois de confinement numéro 2. Donc, oui, effectivement, 1 an et demi de course, c'était un peu compliqué parce que je gardais l'objectif en tête. C'était bien sûr de rejoindre Istanbul, de boucler le premier continent et puis d'aller rejoindre les autres. Mais il y avait tellement d'incertitudes. Tous les autres continents étaient fermés au tourisme. L'Amérique du Nord n'acceptait plus de tourisme. L'Océanie aussi, c'était complètement fermé. Il ne s'est rouvert qu'en mars 2022, donc très tard. Donc il y avait une telle incertitude en fait, mais tant que je courais, ça allait. Tant que je courais, j'étais dans le défi, j'étais dans l'aventure et je continuais d'avancer. Et donc c'est ça qui m'a fait, ce qui fait qu'il n'y avait pas une déprime en fait. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais il y avait une réalité, c'était que chaque jour j'avançais. Voilà. Waouh, très inspirant, très impressionnant. Comment tu as fait du coup pour accéder aux différents continents? Alors je parle pas sur la partie logistique, mais pour pouvoir rentrer sur des continents qui a priori étaient fermés aux touristes, parce que mine de rien, tu te déplaces comme une touriste avec ton baluchon. Ta poussette, c'est là où tu mettais tout ton matériel. Mais ouais, quand tu as des continents ou des pays qui sont fermés, comment est-ce que tu ajustes? Comment tu te déplaces? Est-ce que tu restes en attente dans un pays à tourner comme un hamster dans ce pays ou tu modifies tes plans? Alors, j'ai été logée à la même enseigne que tout le monde. Donc, une fois que j'ai réussi à finir la traversée de l'Europe, donc la complication principale pour finir l'Europe, c'était qu'à l'époque, ça ne dit peut-être pas, mais les frontières terrestres avec la Turquie étaient fermées. Il n'y avait plus une seule frontière terrestre ouverte. Et donc, c'était très compliqué pour moi de refaire mes plans pour arriver par les pays qui étaient ouverts, arriver à cette une frontière. Enfin bref, c'était très compliqué. Et puis finalement, les autres frontières terrestres entre la Grèce notamment et la Turquie sont ouvertes. Donc en juin 2021, j'arrive en Turquie et je boucle enfin ma traversée de l'Europe. Et donc, je regarde autour de moi et normalement, dans la logique d'un singe continu de tour du monde, qui était d'ouest en est, j'aurais dû aller rejoindre un bout d'Asie et puis l'Océanie. Or, l'Océanie était fermée, l'Asie était fermée. Donc, j'ai contacté la WRA, la World Runner Association, et je leur ai dit, je suis embêtée, j'ai fini l'Europe, ça faisait 1 an et demi déjà que je cours sur les routes d'Europe, et l'Asie, l'Océanie ne donnent aucun signe d'ouverture. Et donc, la WRA me dit, à circonstances exceptionnelles, voilà. Extension exceptionnelle, et donc ils m'ont dit va sur le prochain continent qui est ouvert que tu trouves et puis va le traverser et la situation aura certainement évolué d'ici là. Et en fait, les États-Unis venaient juste de rouvrir leurs frontières aux touristes. Donc bien sûr, je me précipite pour faire. Voilà, il fallait faire les vaccins à l'époque, il fallait montrer patte blanche, avoir montré un certain temps de, comment on appelait ça, on restait un peu isolé avant. Ouais, la période d'incubation potentielle, etc. Mais ça n'a pas fait trop de délai. Entre la fin de la Turquie et le démarrage des États-Unis, j'ai eu 1 semaine de battement, donc c'était pas énorme. Par contre, oui, j'ai dû ajuster mes plans parce que moi, on m'a traversé du continent nord-américain. D'après mon plan, j'allais naviguer comme ça entre la frontière canadienne et la frontière des États-Unis. Donc, je variais un peu les pays, les paysages, tout. Et puis,
C'était plus possible, hein, je ne pouvais plus naviguer entre les pays. En gros, il fallait que je choisisse soit le Canada, soit les États-Unis. Et comme j'avais un visa de 10 ans pour les États-Unis, ça s'est imposé. Donc, du coup, j'ai traversé de Seattle à New York, mais en restant d'un seul côté de la frontière. Donc, j'ai raté mes chutes du Niagara. Tant pis, c'est pas grave, on ira les voir une autre fois. Mais non, c'était magnifique. Et puis, il se trouve que quand je terminais cette traversée nord-américaine, eh bien, les pays de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine que j'allais traverser, se sont eux aussi rouverts aux touristes. Donc, en fait, tout s'est très bien goupillé finalement à partir de ce moment-là. Et quand j'ai fini l'Amérique du Sud, là, par contre, j'ai eu un mois d'attente parce que j'ai terminé l'Amérique du Sud début mars 2022 et il a fallu 5 semaines, je crois, pour qu'ils acceptent nos visas et on était parmi les premiers touristes à rentrer en Australie. Ouais, parce que du coup, pour toi, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en tout cas au sens littéral de la WRA, sont 2 continents séparés. C'est ça, la WRA se base sur la définition des 7 continents, donc 6 continents peuplés, un continent pas peuplé, donc nous avons l'Antarctique en pas peuplé, et puis Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie. Donc voilà les 7 continents. Il y a différentes définitions des continents. Il y en a qui disent c'est l'Eurasie, il n'y a pas l'Europe et l'Asie. Il y en a qui disent qu'il n'y a qu'une Amérique, pas une Amérique du Nord et une Amérique du Sud. Il y a beaucoup de débats. La WRA a choisi ça comme validation des continents. De toute façon, vu que c'est l'organisme qui valide ces tours du monde, je me suis pliée à leur définition. Bon, et la règle, c'est au moins 4 continents. Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe. Et puis toi, tu as fait l'Océanie, tu n'as pas fait l'Afrique ? Non, alors l'Afrique, ça sera un prochain défi. C'est vrai que si on regarde sur une map monde, de toute façon, quand vous faites un tour du monde, vous ne traversez jamais plus de 2 ou 3 continents si vous suivez une latitude constante. Donc déjà, ils en imposent 4. Et puis, si vous regardez, l'Europe est au-dessus de l'Afrique. Donc, comme on est dans une logique de tour du monde, en gros, il faut choisir soit l'Europe, soit l'Afrique. C'est l'un des deux. Donc, j'avais choisi l'Europe. J'avais beaucoup envie. Je m'étais éloignée de l'Europe pendant longtemps, donc j'avais très envie de revenir sur mes terres, entre guillemets, même culturellement parlant. Ça me faisait plaisir de retraverser l'Europe. Et puis, mais l'Afrique, puisque tu en parles, ce sera un prochain projet. On en reparlera plus tard. Ouais, j'allais dire, j'ai entendu un truc, je le pose là pour l'instant, on y reviendra après. Donc, un autre projet. Attention. Pour revenir sur ce défi, sur ce projet de tour du monde, j'ai 2 questions. Peut-être que tu pourras répondre aux 2 en même temps, mais revenir sur pourquoi. Qu'est-ce que tu cherchais et forcément, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis la deuxième, c'est comment on finance quelque chose comme ça? Parce que bon, moi, je me suis lancé dans un défi d'1 mois. Ok, je laisse la famille, le boulot de côté. Mon patron et mon associé, il est cool. Il me laisse prendre 1 mois entre guillemets de vacances sans trop bosser. Mais là, toi, t'es parti et en plus avec le Covid au milieu pour 2 ans et demi. C'est pas juste, je mets ma vie en pause pendant 2 ans et demi. Il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est juste. Et c'est des questions que j'entends souvent. Alors pour répondre à la première, qu'est-ce que j'étais partie chercher? Moi, je suis en quête du monde depuis que j'ai commencé ma vie d'adulte. Hein. Donc depuis mes 20 ans, je suis nomade. Je vis quelques années dans un pays, et puis je change. Hein. Tout ça guidé par aussi des choix professionnels naturellement, et puis par la maîtrise de plusieurs langues. Donc, j'allais continuer cette quête du monde. Pour moi, j'allais en chercher avec, pourquoi un courant, j'allais en chercher une quête, c'était une quête sensorielle du monde, avoir une expérience unique du monde. Et c'était ça au plus profond de moi, de ce que j'allais chercher. Ça, je le savais dès le départ. C'était vraiment ma quête propre, personnelle, très ancrée en moi. Alors, comment on le finance? La question s'est posée naturellement dès le début. Hein. Dès que l'idée est arrivée, il a fallu se dire, mais est-ce que avant même de penser à quelque préparation que ce soit, c'était est-ce que je serais en mesure de me financer? Parce que moi, sur le papier, j'avais rien qui pouvait accréditer que j'allais aller jusqu'au bout. Quel sponsor assez fou allait vouloir se ranger à mes côtés? Une fille qui est directrice financière à Singapour, qui court depuis 10 ans et puis qui, oui, elle a fait quelques marathons, mais genre 1 par an. Elle a fait des Ironman, mais bon, c'est pas une athlète extraordinaire non plus. Elle est dans le milieu du paquet. Donc, en fait, je savais que je n'allais pas trouver de sponsor. C'était une évidence pour moi. Et donc, je me suis dit, la seule manière d'y arriver, c'est d'être autofinancé, mais c'est d'accepter de mettre absolument tout sur la table. Alors, à 42 ans, j'étais divorcée, j'ai pas pu avoir d'enfant, donc j'avais pas cette responsabilité-là non plus. Donc, pour moi, c'était plus simple. J'ai vendu tout ce que je possédais, parce que ce n'était pas grand-chose, hein, mais j'ai vendu mes meubles, je suis repartie en Europe avec juste 2 valises sous le bras. C'est tout ce qui me restait, et puis mes cartons de livres. Et puis, j'y ai tout mis. Donc, il y a eu 2 ans de préparation dans lesquels j'étais vraiment à la ceinture, hein, c'est-à-dire que je comptais mes dépenses quotidiennes en jours sur le tour du monde. Donc, tu vois, un truc bête.
une journée sur le tour du monde, c'était 79 euros. Donc, c'est idiot, mais si j'allais acheter une bouteille de vin à 20 euros, je me disais, bah non, je vais pas l'acheter parce que c'est un tiers d'une journée sur le tour du monde. Donc, en fait, je mesurais tout. Donc, pendant 2 ans, j'étais un petit peu obsessive avec ça. Mais ce qui m'a permis quand même de pouvoir me dire, je mets tout sur la table. Je rentrerai certainement les poches vides. Et je suis rentrée les poches vides. On en reparlera après. Mais c'était d'être prête à faire à ce niveau de sacrifice. Parce que vous faites le calcul, 79 euros par jour pendant 2 ans et demi. Et puis, vous ajoutez les grosses dépenses logistiques que je mets pas dedans. Par exemple, les billets d'avion sont pas inclus. Les dépenses d'équipement. Ça, c'était les 119 euros par jour. C'était ce qui était logement, nourriture et puis toutes les petites dépenses du quotidien. Faire des machines à laver, réparer son équipement, acheter une paire de chaussures de temps en temps. Voilà. Donc, on arrivait à ce chiffre-là. Et donc, dans mon cas, personne complètement anonyme, sans aucun profil particulier sportif, voilà, c'était, j'y ai tout mis dedans, littéralement. Pourquoi y revenir après? Tu nous dis, t'es revenu effectivement avec rien dans les poches, avec les poches vides. Déjà sur cette partie un peu financière pour finir dessus. Et par contre, j'imagine que t'es pas revenu complètement à vide. T'es revenu peut-être avec ce que t'étais parti chercher, avec plein d'expériences, plein d'anecdotes, plein de choses en tête. Je te laisse revenir là-dessus. Oui, moi je dis souvent une de mes, enfin, un de mes auteurs préférés, c'est John Fante. J'aime beaucoup la littérature américaine de cette période-là. Et puis, son héros, Bandini, c'était un type un peu... il faisait son rêve tout le temps. C'était d'être un peu un auteur, un artiste reconnu américain, un écrivain. Et il y avait cette phrase qui lui collait un peu au basket, c'était « les poches vides, mais le cœur plein ». Et moi, j'ai toujours su que ça serait le cas. Je me suis dit, si c'est pas possible de partir en quête d'une expérience unique, sensorielle du monde, pendant 2 ans et demi, dans le dénuement le plus complet, parce que même si j'ai mes économies pour subvenir à mes besoins, sur la route, quand vous me regardiez, j'avais rien. J'avais une poussette devant moi qui contenait un sac de 12 kilos d'affaires, et encore, voilà, ma vie était littéralement dans un petit sac de voyage. Donc, c'était le dénuement le plus complet. Et je me suis dit, c'est pas possible de revenir de ce voyage, les poches et le cœur vides. Parce que c'est comme dans ce poème d'Ithaque où en fait, quand Ulysse va vers Ithaque, Ithaque n'a rien à lui apporter. Et dans le poème, il dit ne t'étonne pas si tu trouves Ithaque pauvre en arrivant, elle t'a tout donné en te mettant sur la route. Et c'est ça, cette phrase elle est très importante parce que ta destination t'a déjà tout donné. Elle t'a donné le voyage, elle t'a donné ce cheminement incroyable de 2 ans et demi. Elle est là, la richesse. Donc oui, quand tu arrives à ta destination, tu as les poches vides, Ithaque est pauvre, elle n'a rien à te donner. Mais tu as tout le reste. Et ça, ça pas de prix. Ouais, j'ai les yeux qui commencent à se mouiller un petit peu. En audio, c'est pas facile à transcrire, mais voilà, je suis transparent. Ça me rappelle beaucoup de bons moments. Toi, t'es parti pour 2 ans et demi. Tu reviens au-delà du cœur plein. Tu reviens, j'imagine, avec plein d'histoires, plein d'anecdotes. Tu peux en partager quelques-unes avec nous? Oh oui, il y en a tellement. Alors c'est vrai que dans le livre, j'en donne quelques-unes, mais on peut pas tout donner, c'est vrai. Mais écoute, là en ce moment, puisque écoute, de te reparler, ça me replonge dans ma période Luxembourg, où j'ai apprécié de courir avec toi, et aussi la période belge juste avant. En Belgique, il m'est arrivé un truc incroyable. Je fêtais mes 10 000 kilomètres à Namur, et donc il y avait eu un petit article dans le journal local avec des photos de moi devant la cathédrale, posté en ligne le soir. Et donc, le lendemain matin, à 6 heures, je reviens devant cette cathédrale de Namur pour démarrer mon marathon quotidien, parce qu'il faut repartir du point où on s'est arrêté la veille. Et là, il y a 2 petits jeunes, la vingtaine, qui sont là, Jérémy et Valentin. Et puis, je leur dis, les gars, vous êtes là pour moi? C'est gentil. Puis, ils me disent, oui, on a vu que tu courais, c'est fou ce que tu fais. Donc, on vient courir un petit bout de chemin avec toi, les 15 kilomètres. On a garé notre voiture à 15 kilomètres. Je dis, c'est sympa et tout. Donc, on part à la fraîche, comme ça, à l'aube. Et puis, on commence à papoter. Et en fait, ces 2 petits jeunes, très vite, ils me touchent beaucoup parce que on est quand même en période post-confinement. Et ces 2 petits gars s'étaient préparés pour faire leur premier marathon. Et puis, bim, alors qu'ils étaient à quelques mois de leur premier marathon, clac, le Covid arrive, toutes les courses sont annulées. Et en fait, leur rêve leur est soufflé littéralement. Et du coup, perte de motivation, arrêt des entraînements, ils peuvent sortir. Donc, voilà, ils allaient toucher leur petit Graal, leur Graal tout court d'ailleurs, et puis ça leur a été enlevé des mains. Donc on court ce jour-là, et puis on arrive au 15e kilomètre au niveau de leur voiture. Je dis, tu sais, on est bien là quand même, on court bien. C'est vrai que mon rythme est un peu plus lent, j'imagine, que leur rythme.
Et puis, tout le monde s'accorde à dire qu'on se sent très bien. Donc, je leur dis, bah, écoutez, pourquoi pas pousser? C'est idiot, dans 6 kilomètres, on sera à 21 kilomètres. Vous pourrez dire, voilà, aujourd'hui, par un petit dimanche d'hiver, j'ai fait un demi-marathon. Et puis, alors, tout le monde est très enthousiaste et on va courir jusqu'à ce 21 kilomètres. Et on arrive à 21 kilomètres, on fait une grosse pause. Il y en a un qui se propose pour téléphoner, pour organiser leur retour chez eux. Je dis, attendez, avant d'appeler, c'est quoi votre plus gros entraînement que vous avez fait avant votre marathon? Et là, ils se regardent, ils disent, je crois qu'on a couru 27 kilomètres, c'était notre plus grosse course. Je dis, écoutez, on est à 21. Dans 6 kilomètres, on est à 27. Ça serait dingue quand même, alors que vous n'avez pas fait l'entraînement depuis des mois, qu'on arrive à maximiser votre entraînement. Alors, on rigole un peu, puis ils disent, OK, bon, on court 6 kilomètres. Je vous la fais courte, on arrive à 27, je leur dis pourquoi pas 30. On arrive à 30, je leur dis plus de 12, on court le marathon. Et il se trouve que ce jour-là, ces deux petits jeunes, ils ont couru leur premier marathon à côté de moi, en 4h30 en plus, c'était pas un temps dégueulasse. Et c'était sans entraînement, ils avaient lâché leurs entraînements depuis pas mal de temps. Et ça, pour moi, c'est une anecdote géniale parce que aussi, ça, peut-être qu'ils se sont rendus compte ce jour-là qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel on faisait les choses allait changer énormément la perception de l'effort qu'on faisait. Et voilà, enfin, j'ai beaucoup aimé ce moment avec eux. Pour eux, c'était lui qui m'en parle encore. Et, écoute, je dois courir le marathon de Paris avec eux l'hiver prochain. Donc voilà, c'était une très bonne histoire. Bon, l'hiver prochain, la fin de l'hiver prochain, parce que Paris, c'est en avril, donc au printemps. Ouais, mais on comprend, t'es complètement déphasé entre te balader d'un continent à un autre, été, hiver, par-ci, par-là, ça se comprend. Voilà, puis c'est encore un peu d'été où je suis, donc je suis pas trop en phase avec les saisons traditionnelles. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'on perd vite pied avec la réalité? Est-ce qu'on oublie rapidement ou pas un petit peu les obligations qu'on peut avoir, quel jour on est, quel moment on est, quelle saison on est, quand tu te retrouves à courir, à traverser les États-Unis, alors que il y a d'autres continents où tu étais avant, ça peut être l'hiver, ça dépend aussi de où tu te situes par rapport à l'hémisphère, mais est-ce qu'on oublie un petit peu la réalité finalement? Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Donc, il y a une partie de la réalité qui est la réalité de la vie où on travaille, où on a des obligations sociales, des obligations financières, des obligations professionnelles. Celle-là, oui, on la met de côté immédiatement parce que tout d'un coup, il y a plus. Moi, j'avais un boulot quand même. J'étais CFO à Singapour. Donc, si tu veux, le téléphone, il sonne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Moi, quand je me préparais pour le tour du monde, quand j'allais faire mes marathons, enchaîner les marathons pendant mes vacances et mes week-ends, il y avait le téléphone qui sonnait le samedi parce qu'on me demandait de débloquer ceci ou cela parce qu'il y avait un problème. Donc, quand j'ai commencé le tour du monde, ça, effectivement, ça a été un grand soulagement de se déconnecter de ça complètement. Il n'y avait plus aucune autre obligation que mon obligation envers le tour du monde. En revanche, pour ce qui est de la connexion aux saisons, etc., ah non, alors on est en plein dedans. Je savais jamais si on était un lundi, un jeudi ou un dimanche. Alors, vraiment, j'ai perdu le fil des jours très rapidement. En revanche, non, les saisons, parce que justement, au contraire, on est au contact du monde tous les jours, de la nature, on voit les petits changements subtils, tout d'un coup, on se sent glisser. J'adore quand on glisse doucement entre l'été et l'automne, comme ça, où on sent tout d'un coup la fraîcheur arriver. Enfin, les changements de saison sont incroyables et puis tous très différents sur chacun des continents. Non, non, au contraire, on est plus connecté au monde et à son environnement et déconnecté des choses ce que j'appelle des parasites, en fait. Ce qui parasite notre connexion. Moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai fait ma traversée de la France, c'est que finalement, tu te lèves chaque matin. Évidemment, tu repars aussi de là où tu es arrivé. C'était l'objectif que je m'étais fixé, même si moi, il n'y a pas d'organisation particulière qui contrôlait ce que je faisais. Et puis, tu te lèves chaque matin dans un endroit différent, dans des conditions différentes, dans des odeurs différentes, dans un climat différent. Et par contre, tu te rends très vite compte quand tu regardes un petit peu en arrière qu'en 3, 4, 5 jours, la vitesse à laquelle tu évolues. Alors évidemment, tu n'évolues pas à la même vitesse qu'en voiture, en avion, en train ou même en vélo. Mais quand tu regardes en arrière, ça fait déjà une semaine que tu cours, tu t'es fixé 50, 60, 70 km par jour et tu te rends compte finalement que ça avance en fait. Mais que malgré tout, tout change. Le climat change, les paysages changent, les gens changent aussi. Est-ce que tu as vu les mentalités changer au fur et à mesure de ton tour du monde ? Oui, mais c'est ça qui est incroyable. Ce que tu décris, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. C'est l'intensité extraordinaire qui fait que moi, quand les gens me parlent, me disent, non, mais franchement, cette monotonie ne t'a pas pesé, la lassitude, la même chose tous les jours. J'ai envie de leur dire, mais
Ah non, 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 mais venez, je vais vous expliquer. Ça n'existe pas, la monotonie, la lassitude. Non. Parce que justement, comme tu dis, tous les jours, tout est différent. L'endroit où tu te réveilles, où tu vas dormir est différent. Les gens que tu rencontres, la route que tu rencontres, sur laquelle tu cours est une route sur laquelle tu n'as jamais connue, couru, pardon. Et tout est différent chaque jour, ce qui procure une intensité rare et absolument extraordinaire. Jamais on connaît une intensité comme ça dans la vie de tous les jours. Ça n'existe pas. Donc, bien sûr, on y voit les ébullitions. Mais alors, ce que tu dis est aussi très intéressant parce que j'ai parfois le retour de gens qui ont fait, par exemple, il y avait ce journaliste qui était venu courir une semaine avec moi en Argentine. Et j'étais en train de traverser la grande pampa argentine entre Mendoza et San Luis. Et lui, quand il a fait son article sur sa traversée, il parlait justement de ça, de la monotonie, des grandes lignes droites, des machins. Et c'est cool parce que moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, au contraire, ce que j'avais vécu, c'est que cette pampa, pour moi, dans mon contexte du Tour du Monde, donc version XXL, elle s'inscrivait dans un film très lent, mais il y avait eu la côte chilienne, il y avait eu la montée des Andes, il y avait eu la descente sur Mendoza, et je voyais l'arrivée sur Buenos Aires. Donc, dans le format XXL, cette petite pastille là de 7 jours de traversée de la Pampa, elle comportait quand même des changements microscopiques que moi je percevais et que je percevais tous les jours. Or lui qui était venu pour faire que ça, il n'a vu que la monotonie en fait. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'en fait elle n'y est pas du tout quand tu te projettes dans quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus dans le long terme, comme tu as traversé de la France, j'imagine, c'est ça. Tu vois un changement fou. Tu pars de Nice, tu arrives au nord de la France, enfin, c'est indescriptible ce que tu traverses. Ouais, c'est clair. Bon, moi, j'ai fait dans l'autre sens, j'ai fait du nord au sud. Ce qui est sympa, c'est que je suis descendu un petit peu avec le beau temps. Et puis, j'ai commencé sous la flotte et avec, au début, une petite bruine, après, très rapidement, des trompes d'eau et du vent. Donc, ce qui fait que ça pouvait pas être pire, quoi, quasiment. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant qu'on a parlé un petit peu, on a replanté le décor, on a parlé un petit peu de ta traversée, comment on se remet de tout ça? Là, c'est vraiment juste de la masterclass pour moi. Comment on se remet de tout ça? Toi qui es arrivé il y a un an, comment on reprend pied avec la vie normale? Pour autant qu'elle soit normale, parce que quand tu as vécu ça, il n'y a plus rien qui est pareil. Il n'y a plus rien à la même saveur. Tu perçois des choses que tu percevais pas avant. Tu perçois des choses chez les gens, des comportements, des choses que auxquelles tu te serais peut-être jamais arrêté avant. C'est ça. Et en fait, la vie normale, déjà, moi, j'avais l'impression de pas mener une vie normale. Enfin, ma norme à moi n'était pas la norme de tout le monde. Changer de pays tous les 5 ans, partir avec 2 valises sous le bras pour aller en Asie, pour aller en Grèce, voilà, c'était pas tout à fait la norme. Donc moi, la vie normale, normée, je la connaissais pas vraiment, donc ça me faisait moins peur. En revanche, je savais que d'arrêter un rythme, parce que ça arrête du jour au lendemain, hein, c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que vous faites la dernière foulée, et sur cette dernière foulée, tout s'arrête. Et, 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 et c'est quand la ligne d'arrivée arrive, en fait. Moi, je me rappelle, c'était quand j'arrivais à Sydney. Donc, je traversais le jardin botanique. Et là, tout d'un coup, je vois la petite foule. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quelques personnes qui m'attendaient. Et c'est dans ce moment-là que je réalise, bon sang, mais je me suis beaucoup projetée dans l'après. Enfin, j'ai essayé de faire le travail de me projeter dans l'après, mais j'ai jamais visualisé ma dernière foulée, quoi. Le moment où j'accepte que mon dernier pas, là où j'arrête les GPS, et ben voilà, ça signe la fin du truc. Et j'ai trouvé ça fou. Et en fait, j'ai eu une espèce de déconnexion un peu cérébrale, une sorte de dissociation. J'étais là sans vraiment être là. Et ça prend du temps. Et alors, l'après, par contre, alors ça s'était bien goupillé parce que je savais ce que j'allais faire. Je voulais écrire le récit de cette aventure folle. Je voulais aussi, parce j'avais une obligation quand même, comme j'étais vraiment revenue les poches vides, bah, il fallait quand même enflouer un peu les caisses. Donc, j'avais quand même préparé des séries de conférences pour le monde de l'entreprise. Alors, ça nourrit pas son âme énormément, mais d'en faire quelques-unes, ça permettait de me remettre quand même un peu à flot et d'avoir aussi la sécurité pour écrire ce livre sans avoir demandé si j'avais assez d'argent pour acheter à manger. Donc, en fait, entre les conférences et le livre, ça s'est bien goupillé. Donc là, maintenant, le livre est sorti. J'ai toujours un peu de conférences de temps en temps, mais là, ça y est, je passe complètement à la prochaine étape qui est de me remettre en selle professionnellement. Donc, voilà, je vais me remettre à mes activités dans la finance, mais ça se goupille bien parce que, comme je le disais, pour moi, à la différence de nombreux autres, mon tour du monde, il s'inscrivait dans mon parcours de vie, donc dans mon parcours de vie nomade, dans cette quête du monde qui était en moi, etc. Donc, c'était une manière différente finalement de vivre cette quête du monde, mais ma vie de nomade continue. En fait, pour moi,
si je dézoome complètement sur ce que j'ai fait, il y a une continuité, il y a rien qui ne s'arrête. Donc en fait, c'est en le voyant de cette manière-là que j'arrive à accepter. En revanche, ce qui manque, et ça, bien sûr, j'imagine que toi, Mano, c'est la même chose pour toi, ce qui manque, c'est cette intensité folle au quotidien, et puis la simplicité du dénouement de la vie sur la route, qui est d'une simplicité folle, et c'est exaltant. Ouais, on en parlait tout à l'heure en off, hein, et je te disais, quand tu me demandais comment ça va, je te disais, moi, ce qui me manque, c'est ça, c'est, tu sais que tu te lèves le matin, la petite toilette, t'enfiles la tenue, les vêtements, les chaussures, tu vas prendre ton petit déj, hop, tu te brosses les dents, et puis t'es déjà dans le mindset, je sais ce que j'ai à faire, hop, tu regardes la montre, t'enclenches, t'as la carte, tout droit, et puis voilà, c'est la seule chose que t'as à penser, en fait. De temps en temps, des petits coups de fil et autres, mais c'est tout, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu avais essayé de faire ce travail de visualisation de la ligne d'arrivée qui est virtuelle, plus ou moins. J'ai essayé de faire le même travail, moi. Et en fait, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à Menton, là où je m'étais dit j'arrêterais, déjà, j'avais pas fait le jeu d'aller sur Google Maps ou autre, et puis tu vois, de visualiser l'arrivée. Je me suis dit, j'irai à la frontière franco-italienne. Et par contre, quand je suis arrivé à Menton, ma famille avait pris un peu de retard, ils étaient coincés dans le trafic, et il y avait personne pour m'accueillir. Donc je suis arrivé là, sur cette ligne d'arrivée virtuelle, et en fait, t'es tout seul, et tu dis, bon bah voilà, je l'ai fait, mais en gros, c'est ça, je fais quoi maintenant? Et c'est bien que tu aies préparé la suite. Alors j'imagine que sur ces 2 ans et demi, tu as eu le temps de préparer tout ça. Tu l'avais préparé un peu avant? Tu l'avais préparé pendant? On t'a aidé? On t'a accompagné pour faire tout ça? Non, en fait, il y a eu un petit coup de pouce, effectivement, ce journaliste dont je parlais, qui était venu courir une semaine avec moi en Argentine. Il avait une double casquette. Il était non seulement journaliste, mais il avait des contacts dans l'édition. Je sais pas comment il s'appelle, éditeur freelance, je crois qu'on dit. Et donc, il m'a permis d'aller rencontrer des éditeurs. Et puis, donc, le choix s'est calé sur c'est Kalman Levy qui m'a ouvert les bras et qui m'a donc signé. Et donc, j'ai pu écrire ce livre, Le Monde sous mes pieds. Et Kalman, c'est vrai que c'était une très belle maison. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir eu le coup de pouce pour aller les rencontrer. Et puis donc, ça m'a un peu... Parce que l'écriture d'un livre, finalement, hein, c'est pas du tout aussi simple que ça. Moi, j'avais comme matériel, j'avais 2 ans et demi d'aventure. J'avais 825 pages de blog parce que j'écrivais mon blog tous les jours. Et en fait, on se dit... Bon, alors là, il s'agit plus de raconter le quotidien blow by blow, comme on dit en anglais, au jour le jour, à tout ce qui est arrivé. Il s'agit en fait, d'essayer de rattraper la saveur, un peu comme un thé qui a infusé. Et vous essayez d'attraper les saveurs de tout ça et surtout de raconter une histoire, parce qu'il faut que le lecteur puisse comprendre comment vous y êtes allé. Sur 8 milliards d'individus, il n'y a que 7 personnes au monde qui ont fait un tour du monde en courant. Donc, il faut que le lecteur puisse comprendre ce qui fait que moi, j'y vais et pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances, dans ma vie, il y a des conditions qui font que peut-être pour moi, ça avait plus de sens. Peut-être que pour moi, c'était aussi plus facile d'une certaine manière. Et puis après, d'aller raconter une histoire parce que je pense que, encore une fois, quand seulement 7 personnes au monde l'ont fait, c'est qu'il faut... C'est pas une qualité, mais c'est c'est un espèce de moteur qu'il doit y avoir. Et nous, on est fait de telle manière qu'on a ce moteur. Moi, ce moteur, c'était l'envie. L'envie, elle était ancrée dans un parcours de vie, dans l'inspiration d'une grand-mère qui était elle-même un peu nomade, qui était très féministe et qui m'a beaucoup ouvert sur le monde. Et donc, il faut réussir à faire passer ça. En fait, c'est plus de raconter différemment ce tour du monde. Et donc, c'était un vrai travail. Et moi, ça m'a pris, oui, j'ai fini le tour du monde en septembre. J'ai rendu ma première version du manuscrit au mois de mai. Donc, il y a eu des mois d'écriture. Ça se fait pas tout seul. On s'engage beaucoup aussi dessus. Donc, voilà, ça m'a permis aussi d'aider à poser l'aventure un peu. Et puis, on est plus en paix avec l'aventure quand on a réussi à lui donner un petit peu de pérennité un peu sur le papier. On se dit, bon, on prolonge un petit peu sa vie d'une certaine manière. Ouais, tu vois, j'allais te demander justement comment est-ce qu'on écrit ça pour celles et ceux qui se lanceraient dans des aventures. Et quand on parle d'aventure, on parle pas forcément de parcourir le monde, hein. Déjà, il y en a certains pour qui se lever et puis aller courir 10 km, c'est une aventure. Et je remets absolument pas ça en cause. Au contraire, hein. Moi, je suis un fervent défenseur de ceux qui bougent plutôt que de rester assis dans le canapé. Donc, on peut tous raconter notre aventure, mais ouais, comment est-ce qu'on arrive à poser ça? Tu l'as dit, il faut
trouver le fil, qui va te permettre de raconter une histoire, de pas se perdre non plus dans tous les détails. 825 pages de blog, ça veut dire que tu les relis un petit peu, tout au fur et à mesure. Tu fais appel à ta mémoire, tu te bases uniquement sur ta mémoire, tu essayes de ressortir le fil rouge de tout ça. Comment est-ce que tu construis ton histoire de ton tour du monde? Ah bah, ça a été la partie la plus compliquée en plus, hein, vraiment de construire ça. Moi, je voulais vraiment, je voulais qu'il y ait quand même un cheminement, une ligne de temps, hein, quand même si je voulais pas raconter un truc chronologique. Donc, il y a beaucoup de flashbacks, il y a des moments de réflexion, et ça, faut les placer dans le cheminement. C'est-à-dire, par exemple, si je vous raconte la traversée du Chili, du sud au nord, bah voilà, il y a ce que je vois aussi. Il y a l'écosystème qui est différent, qui est affecté. Il y a les forêts ancestrales qui sont plus là. Ça me parle des Mapuches. Ça me parle des Mapuches qui ont été dépossédés de leurs terres, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leur religion, leur spiritualité, qui ont été mis dans des réserves, comme ce que j'avais vu dans l'Amérique du Nord avec les Indiens d'Amérique, qui étaient aussi dans des réserves, puis ce que j'ai vu après en Océanie avec les aborigènes, en Australie, qui eux aussi vivent dans des communautés à l'écart, etc. Donc, en fait, on commence à avoir une réflexion sur ces autres continents qui sont les continents, ce que j'appelle des continents de pionniers, où finalement, il y avait déjà des gens qui habitaient là. Les pionniers arrivent, ils mettent une grande ligne de train qui transperce le pays de part en part, et puis bah, les pauvres gens qui habitaient là avant, soit on les zigouille, soit on les met dans des réserves. Donc, il y a un peu ce côté brutal aussi de traverser, parce que on traverse les continents, mais on en traverse aussi l'histoire. Il y a des jalons un peu historiques, ça nous replonge dans ça. Moi, la traversée du Chili m'a aussi replongé dans l'horreur de la dictature de Pinochet. Quand j'arrive à Valparaiso et que c'est une ville qui est magnifique avec des grandes fresques peintes partout sur les murs. Et ça se peignait dans les années Pinochet où c'était sous la peine de mort, hein, si on voyait un artiste exercer. Donc, les mecs sortaient la nuit pour aller peindre un bout de leur histoire sur un mur. Et c'est d'une beauté et d'une émotion folle. Donc, en fait, j'essaye plus de ressortir du quotidien de ce que j'ai vécu, de ce que je vivais, qui est raconté dans mes blogs, mais de raconter plus ce que je ressentais. Pareil pour les rencontres. Ça aurait pas eu de sens que je vous raconte absolument toutes les rencontres que j'ai faites dans ce tour du monde. Bon, bah voilà, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, lisez mon blog. Mais là, c'est plus d'aller dans ce bouquin, j'ai plus essayé de raconter les rencontres qui étaient fortes et pourquoi elles étaient fortes. Parce que quand on me voit sur la route quand même, et que quelqu'un va à ma rencontre, on voit quand même une femme qui pousse sa poussette. Donc, dans 99% des cas, on s'imagine que je pousse mon enfant dans cette poussette. Donc, les gens qui vont me voir, ils font cette démarche. Alors qu'il y a une ironie dingue, c'est que dans ma vie, j'ai eu douleur de femme, c'est que j'ai pas pu avoir d'enfant, justement. Et j'ai pas pu avoir d'enfant, et je cours à travers le monde en donnant l'image d'une femme qui court avec son bébé. C'est une ironie, j'aurais pas pu l'écrire, celle-là. Tellement elle est folle, donc il faut aussi l'expliquer aussi. Donc, voilà, c'est d'écrire les choses différentes et de leur donner de trouver un peu le fil rouge de tout ça, finalement. Et pour conclure là-dessus, le fil rouge, en fait, je le raconte, je crois, dès le début du livre, où cette fameuse grand-mère qui était féministe, qui était directrice de la bibliothèque féministe de la ville de Paris, elle a beaucoup bossé pour mettre les femmes à leur place dans le monde de la littérature. Et donc, cette grand-mère, un jour, je déloge un livre de ses étagères et je tombe sur cette phrase de Steinbeck qui est en première page, ou voire même la première phrase de son bouquin qui s'appelle Voyage avec Charlie. Et ça dit quand j'étais jeune et possédée du besoin d'être toujours ailleurs, les gens mûrs m'assuraient que cette maladie guérirait avec le temps. Et puis les années passent, en gros, et cette maladie, je le crains, est incurable. Et là, je trouve la validation. J'ai 15 ans, je dis ça et je me dis, ouais, ça va, mon cas n'est pas désespéré. Je me sens nomade dans l'âme et il y en a d'autres que moi. Et en fait, j'ai lu son bouquin parce qu'il donne la validation de ça. C'est, voilà, quand on est possédé du besoin d'être toujours ailleurs, quand on se dit toujours, c'est pas de se dire l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, c'est la curiosité incroyable de se dire, mais comment on vit ailleurs? Moi, j'aimais pas du tout être touriste quand on allait en tourisme avec mes parents, parce qu'on y allait, on restait une semaine, 2 semaines dans un pays et on rentrait. Et moi, j'avais cette frustration de me dire, mais ils vivent comment, les gens là-bas? Moi, j'aimerais bien vivre là. Quand on habite dans cet appartement, on fait quoi comme métier? On va où faire ses courses? Moi, c'était ça qui m'intéressait, donc en fait, d'être nomade. Donc, c'est de retrouver un fil rouge et puis de donner du sens aux choses.
Est-ce que du coup, tu l'as trouvé cette réponse-là? Parce que tu as traversé le monde, tu as parcouru le monde en courant, enfin tu as plus oui, fait un tour du monde parce que tu n'as pas parcouru le monde entier. Mais est-ce que tu as trouvé cette réponse? Parce que finalement, tu sautais d'un endroit à 42 km plus loin le lendemain. Tu prenais pas trop le temps de t'établir, de découvrir la culture, les gens à un endroit en particulier. Après, bien sûr, quand tu traverses un pays, quand tu traverses un continent, finalement, tu es un peu immergé dans cette culture. Mais ça reste que très éphémère. Oui, c'était un complément en fait, parce que moi, depuis mes 20 ans, donc j'avais cette quête du monde en mode, allez, je m'installe en Écosse pendant quelques années, et puis c'était 4, 5, 6, 7 ans, et puis j'y travaille, je m'imprègne de la culture, etc. Puis hop, je prends mes bagages, hop, j'ai une opportunité pour bosser en Grèce, paf, j'y vais. J'apprends la langue, j'apprends la culture, etc. Donc en fait, ça, moi, je l'ai fait pendant 20, un peu plus de 20 ans. Et quand j'ai 42 ans et que je pars dans ce tour du monde, c'est parce que justement, je vais en chercher une espèce d'expérience accélérée, en fait, où je me dis, il me faudrait combien de vies pour faire le tour du monde en mode nomade, je m'installe, je m'entraîne, etc. Donc, j'allais chercher autre chose, hein. C'était plus la quête sensorielle, comme je disais, du monde. C'était vraiment les 5 sens en éveil. La culture, je l'attrapais au fur et à mesure, parce que quand on rencontre des gens, quand on traverse les villes, d'ailleurs, on apprend les marqueurs de la culture dans l'architecture, dans ce qu'on voit autour de nous, dans les champs cultivés, dans la manière dont vivent les gens. Tu sais, en Europe, quand je passe de la Croatie à l'Albanie, d'ailleurs, est-ce que c'était la Croatie à l'Albanie? C'était oui. Et je passe cette frontière et tout d'un coup, je me retrouve en Albanie tout seul. Je vois des minarets, je vois des gens qui voyagent sur des carrioles tirées par des ânes ou des chevaux, ou bien alors des vélos déglingués. Et tout d'un coup, je me dis, mais je suis projetée dans un autre monde. Et c'est parce que c'est un changement culturel qui est brutal. Hein. Quand on rentre en Albanie et je découvre un pays extraordinaire qui fait partie de mes pays préférés de l'Europe. Et puis, il y a des frontières qui sont plus douces, où on passe doucement de la culture albanaise à la culture grecque, parce que c'est une région qui a été souvent, un coup elle était albanaise, un coup grecque, etc. Donc, il y a des passages de frontières et de cultures qui sont plus subtils, mais en fait, en voyageant comme ça, par petits rythmes, hein, de 40 km en 40 km, on arrive finalement à capter la culture différemment, à utiliser ces 5 sens. Ce que je vois quand je suis en Grèce, et tout d'un coup, je vois les traces de la culture vénitienne, et tout d'un coup, etc. On en attrape l'histoire, on en attrape tout, la culture culinaire, les accents qui chantent, on attrape beaucoup de choses. Ouais, ça va très vite, mais ça va aussi très lentement. Et c'est l'un des plaisirs du voyage à pied, que ce soit en marchant ou en courant. C'est ça. Il y a un côté, tu sais, je vais te donner une image pour ça. Quand le Covid arrive, je suis à Pise en Italie et je suis sommée de quitter le pays. Donc, je prends un avion qui me ramène à Paris. Et quand l'Italie se déconfine au bout de 3 mois, eh ben, il faut que je reparte de Pise. Donc, je reprends un avion et je fais donc Paris-Pise en avion. Et donc, le vol, il dure, je sais pas moi, 1 heure et demie, quelque chose de ridicule. Et je regarde par le hublot de la fenêtre, je vois des champs, je vois les Alpes, et hop, pouf, je vois l'Italie, puis on atterrit. 1 heure et demie, c'est bouclé. Et en fait, je l'ai fait plus tard, cette traversée dans mon tour d'Europe qui n'arrêtait pas de piétiner à cause du Covid. Je suis remontée quasiment de l'Italie jusqu'à la France, et puis après, je suis redescendue de la France jusqu'à l'Italie. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'en fait, quand je regardais par le hublot, j'ai eu une expérience très zoom maximum, quoi, où j'ai vu voilà, des champs cultivés, hop, des montagnes avec de la neige, et pof, les plaines de l'Italie qui claquent. Voilà. En 1 heure et demie, l'expérience était bouclée. Si je l'avais traversé en voiture, j'aurais vu quoi? J'aurais vu une autoroute, des stations resto-route, j'aurais vu des forêts sur les côtés, et puis des tunnels, et puis des montagnes. Voilà, ça aurait été bouclé en 1 ou 2 jours. Mais là, de l'avoir traversé à pied, c'est fou, parce que tous les jours, je me rappelle le lever de soleil ce jour-là, je me rappelle les odeurs, je me rappelle les gens que j'ai rencontrés en route, je me rappelle où j'ai dormi la nuit, je me rappelle l'endroit où je me suis arrêtée sur le bord de la route pour faire une pause. La foule de mémoires sensorielles qu'on a de ce voyage-là. Alors, il y a 1000 façons de le faire. Donc, c'est lent et c'est très rapide. Pour moi, c'était le bon rythme. C'était le rythme qui me permettait, avec mon petit filet à papillon, d'attraper tout ce que je voulais. Et je trouve ça fabuleux. Tu parles de cette partie un peu sensorielle. Est-ce que dans le cadre de ton tour du monde, ou même depuis un an que tu es arrivé,
des moments, tu as certaines odeurs que tu sens qui te renvoient comme un flashback. Tu sais, comme on voit souvent dans les films, une lumière, une musique, et le héros repart en arrière. Ça te fait ça aussi? Bah écoute, là, tu fais bien de me dire ça. Juste avant l'enregistrement de ce podcast, je suis allée faire un petit tour en courant. Et pourtant, il est tard dans la saison. Mais j'ai senti au détour d'une petite route l'odeur, tu sais, des figues qui étaient trop mûres, qui sont tombées de l'arbre et qui sont écrasées par terre et qui ont été un peu chauffées par le soleil. Cette odeur très sucrée, très caractéristique. L'air qu'on respire est très dense d'un coup. Et je me suis pris ça en plein nez et je me suis retrouvée dans ma traversée de la Grèce août-septembre quand je chantais, en fait, avant même de voir le figuier, je chantais les arbres et j'adorais les manger parce qu'en plus, c'est super de manger une figue, c'est plein d'énergie et tout quand on court. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Juste aujourd'hui, là, il y a à peine 1 heure, je m'en suis pris un flashback et ça arrive tout le temps, oui. Tu m'étonnes, ça doit être un petit peu déroutant parfois. Et puis une fois que tu l'as apprivoisé, une fois que tu t'es habitué, je pense que c'est un peu comme le shoot d'un drogué. C'est le genre de choses que tu recherches un peu, non? Oui, ça vous replace directement. Mais ce tour du monde, il est pas mort pour moi. Ça m'arrive même bêtement, hein, des fois. J'ai imprimé mon blog, donc j'ai imprimé mes 825 pages de blog. J'avais fait un espèce de gros livre énorme, et de temps en temps, je me passe comme ça. Et puis, voilà, je passe pas non plus des heures, mais c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que j'en ai oublié aucune. Ça m'arrête jamais de tourner une page et de me dire, ah tiens, je me souviens pas de cette vie, là-bas, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Et chaque fois que j'en tourne une, alors que ça fait quand même, l'aventure s'est terminée il y a un peu plus d'1 an, je l'ai commencé il y a 4 ans, et bah, chacune des journées de ce tour du monde, sans aucune exception, a été imprimée de manière, mais j'ai l'impression, indélébile dans ma mémoire. C'est pas possible, il n'y en a pas une. Parfois, je vois juste le titre ou le jour, je me dis, ah, tiens, là, j'arrivais à Maribor. Ah ben voilà, il pleuvait, j'étais machin, ah ben oui, j'ai dormi là. Tout me revient, tout. Parfois même l'endroit où j'ai fait une pause, j'ai rencontré un chien ou un chat abandonné sur le bord de la route. C'est fou, ça. Et tu dois avoir la même chose. Ta traversée de la France, elle doit être gravée étape par étape. Tu n'oublieras jamais ce truc. Ouais. Alors, des moments, justement, je me surprends à oublier. Alors, moi, j'ai pas écrit de page de blog, même si j'aurais voulu. C'était un peu l'idée au départ. Et puis, finalement, j'étais absorbé par profiter, par kiffer, comme diraient les jeunes. Ça fait tellement vieillard quand tu dis comme diraient les jeunes. Je me sens vieux d'un coup. Mais non, mais par contre, j'ai fait pas mal de photos et je me replonge dans mes photos. Ah bah voilà, c'est ça. Et tu vois, hier, justement, après le dîner avec mon épouse, on prenait un peu de temps pour tranquillement se prélasser dans le canapé, regarder la télé. Et puis on se rappelait une étape où j'étais, parce qu'on parlait des différentes douleurs que j'avais pu rencontrer, et je me souvenais plus du nom de l'étape, mais je me souvenais de certaines choses. Je me souvenais des gens qui m'avaient accueilli. Je me souviens que c'était près d'un lac. Je me souviens que j'avais vu la mère d'un copain qui était venu m'apporter un chèque pour contribuer justement aux causes que je soutenais. Et donc en retirant un peu le fil, je suis retombé sur le nom de la ville en question. Mais par contre, effectivement, j'avais les flashbacks de certaines vues de cette descente pour tout partager. Mon épouse me demandait à quel moment t'as pleuré pendant le défi. T'as pleuré de douleur ou t'as pleuré de bonheur. Et je me souvenais de ça dans une grande descente. J'avais mal à mon tendon d'Achille et j'en pleurais de douleur et j'étais au téléphone avec elle, avec les écouteurs vissés sur les oreilles, et j'essayais juste de me rappeler cette fichue ville. Mais ouais, je vois très bien de quoi tu veux parler. Et pardon, je rebondis juste sur un truc, mais parce que tu as touché un truc, tu disais justement avec ton épouse. Moi, il y a un truc fabuleux, c'est que je suis partie dans ce voyage en solo complètement. Donc, mes 2 premières années de route, elles étaient 100% solo, toute seule avec ma poussette. Donc, en fait, le blog me servait à capturer tout. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs communs quand même qui sont avec les gens que j'ai rencontrés en route, etc. Mais c'est anecdotique. Et dans les 8 derniers mois du voyage, j'ai été accompagnée par James, donc mon compagnon qui est venu au début. Son aide était juste pour transporter les affaires pendant la cordillère des Andes, pour pas que j'ai à pousser mes 30 kilos jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et puis finalement, donc il a traversé toute l'Amérique du Sud avec moi et toute l'Australie avec moi. Et ce qui fait la grosse différence, c'est qu'on a des souvenirs communs. Et ça, c'est d'une valeur folle, parce que ça peut être au détour d'une conversation. On se dit, tiens, tu sais, c'est comme quand on arrivait à Goldbourg, là, où on a vu. Et puis d'un coup, il est extrêmement vivant parce qu'il vient dans la conversation. Alors que c'est vrai que plus mes 2 premières années de course viennent moins dans les conversations quotidiennes. Mais peu importe, c'est le tour du monde. Et d'avoir partagé avec quelqu'un, ça fait vraiment une grosse différence dans la manière dont tout ça est vécu après, ouais.
Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, je l'ai fait aussi, alors presque en solo, parce qu'il y avait Paul que tu as rencontré aussi, mon entraîneur qui m'a accompagné, qui conduisait le van et qui faisait des sauts de puce pour la partie ravitaillement. C'était beaucoup moins roots que toi à pousser ma poussette, même si l'idée m'a traversé pendant un moment. Et justement, pareil, c'était une réflexion qu'on avait hier soir avec mon épouse. Elle me disait, je sais pas si ça aurait marché si ça avait été elle qui m'avait accompagné, parce que on se connaît bien et justement il y a peut-être aussi l'envie de protéger l'autre, la peur de la blessure, la peur de il y a des moments où j'étais vraiment j'avais vraiment mal et c'est de là que la question est venue, où est-ce que tu as pleuré de douleur, mais peut-être que c'est elle m'a dit c'est des moments où je t'aurais arrêté. Et est-ce que toi, alors on a compris que tu as rencontré James qui est venu t'aider, qui depuis est devenu ton compagnon, donc encore une belle histoire que tu as écrite pendant ce tour du monde. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où justement vous vous protégiez mutuellement, soit toi en le voyant dans la souffrance et lui disant écoute, arrête-toi là, ou lui te dire non mais là tu vas trop loin Marie, stop. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, quand il m'a rejoint, moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur la route, donc j'avais maîtrisé un peu la bête, comme on dit. J'ai pas eu de blessure pendant ce tour du monde, hein, donc il n'y a pas vraiment eu d'endroit où on a eu il y a eu quelques moments difficiles aussi quand on était dans le désert australien, en fin de désert australien, quand on finissait le Null Arbor. Il y a eu des journées mais de pluie et je courais le long de cette unique route qui traverse le pays de part en part où il y a ces énormes camions qui font 50 mètres de long. Ça s'appelle des road trains. En fait, c'est un camion normal mais qui accroche 2 autres wagons derrière lui. Donc, ça donne des trucs de 50 mètres. Alors, vous imaginez quand vous courez sur le côté de la route et donc là, il y avait ces troncs d'eau. On voyait à peine à 2 mètres devant. Et plus d'un matin, James m'a dit, tu fais off aujourd'hui, tu vas pas, tu cours pas. Et pour moi, c'était déjà tellement gravé dans mon esprit. J'ai pas m'arrêter de courir parce qu'il y a du vent ou qu'il pleut ou qu'il fait chaud. Enfin, pour moi, c'était tellement évident. Donc, bon, je crois qu'il avait compris. Il s'est plus adapté à mon voyage parce que mon voyage était déjà parti depuis 2 ans, donc c'est pas vraiment opposé. Mais je sais pas. Peut-être que ça aurait été très différent si on était partis à 2 depuis le début dans le voyage. Certainement. Et du coup lui t'a accompagné, c'est-à-dire qu'il courait à tes côtés tout le temps ou il faisait aussi des sauts de puce? Non. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en charge du camping-car. Donc en fait, il allait conduire tous les matins. Donc si on était sur le lieu de départ, très bien. Bon, je partais en courant. Lui, il conduisait le camping-car et il allait le déposer 42 kilomètres plus loin. Et il sortait du camping-car son vélo. Et alors, soit il venait à ma rencontre, soit il avait autre chose à faire. Et il y avait des choses à voir, des grottes, des machins, des trucs. Il faisait son exploration de son côté. Et puis, on se donnait rendez-vous, plus ou moins. Il n'y avait jamais vraiment d'heure fixe, mais on savait que en milieu de journée, vers midi, on devait se revoir au camping-car. Et donc, nos journées étaient structurées comme ça. Ça veut dire que, bon, moi, si j'avais besoin de ravitaillement, si c'était une journée où il faisait particulièrement chaud, où je pouvais pas transporter toute mon eau, j'avais la garantie qu'il pouvait venir me retrouver, me donner à boire. Puis le reste du temps, il était libre de faire ce qu'il voulait, donc il n'était pas complètement collé à moi et à ce que je faisais non plus. Sur la partie purement physique, alors sur la partie préparation, là aussi on renvoie sur les premiers épisodes qu'on a fait, mais pendant ce tour du monde, pendant ce défi, et encore plus pendant les confinements, quand tu es finalement presque obligé de t'arrêter, même si tu t'es pas vraiment arrêté, notamment pendant le premier confinement, tu nous disais que tu faisais des maraudes à Paris et tu courais pour pour aider les gens qui se retrouvaient coincés ou dans la rue, pour ramener à manger ou pour ramener des soins. Mais est-ce que tu as vécu, au-delà de la blessure, des moments difficiles, des moments de doute, des moments de douleur? La douleur, ça veut pas forcément dire la blessure, ça veut juste dire ton corps t'envoie une alerte, tu la traites pas, et puis des fois il se remet tout seul à l'équilibre, il retrouve son équilibre et tout se remet en place. Est-ce que tu as vécu ces moments un peu difficiles? Alors non, mais par contre, je vivais mes courses dans une grande rigueur. Je l'explique dans le livre en détail, je faisais ce que j'appelle le scan corporel. Donc, généralement, je lançais mon scan corporel dès le début de la course, hein, grosso modo, dès les 10 premières minutes, le temps de me mettre en jambe, de partir, pof, j'en démarrais un, juste pour voir. Et le scan corporel, il consiste à partir de la pointe des doigts de pied et de remonter, mais alors infiniment, tu vois. Je vais jusqu'à ressentir chacun des doigts de pied, pour dire ça va, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de machin, tout va bien. Hop, la plante du pied, on fait le même exercice, le dessus du pied, les chevilles, et on passe. Et on passe l'arrière, le talon, et on passe le mollet, et on passe, etc., jusqu'au genou, tout le genou, comment ça se passe, comment il se pose. Et on remonte la cuisse, les muscles de la cuisse, ressentir l'action de chacun des muscles, et les hanches, et la posture, etc., jusqu'à la base du cou. Je vous la fais courte, donc je remontais tout. Et alors, ce scan, il peut durer très bien 5-10 minutes, si tout va bien, s'il n'y a rien.
Et puis parfois, il peut durer 1 heure. Parce que tout d'un coup, là, je sens un signal dans le genou. Là, il y a un truc, ça fait pas encore mal, mais c'est une tension qui devrait pas être là. Et en fait, j'avais un niveau de finesse, de perception de tout, mais qui était un travail qui avait été démarré pendant ma préparation ou avec le physio, où on apprenait quand même à ressentir l'action de chaque muscle individuellement, hein, à travers des... par exemple, il me disait, toi, là, ce muscle-là sur l'extérieur de la cuisse, là, t'as un problème à la hanche parce que tu l'engages pas assez. J'étais là, mais comment je fais pour engager ce muscle, celui-là en particulier? Moi, je sais pas, j'appuie ma jambe par terre. Et donc, il me faisait un exercice qui allait engager uniquement ce muscle-là. Il me disait, toi, cette sensation quand tu fais cet exercice, essaie d'aller la retrouver quand tu cours. C'était un boulot, mais ça a duré 2 ans pour moi, et encore, hein, mais je suis devenue ma propre experte comme ça. Donc, ce scan corporel, il consistait justement, et c'est marrant parce que tu l'as dit dans ta phrase, tu as dit le corps t'envoie des signaux, tu les écoutes ou tu les écoutes pas. Bah moi, j'écoutais absolument tous les signaux. Et c'est pour ça que je dis, je n'ai même pas eu une cloque. Et il y a des gens, ça les fait marrer. Mais non, parce que pour que la cloque arrive, il y a déjà eu du frottement avec quelque chose. La chaussette, la chaussure, je sais pas. Donc, tu as ignoré le frottement. Je t'ai dit frottement, moi, le cerveau, j'envoie pas le signal. Là, je direct. Et puis, il y a le frottement qui se passe. Et puis, il y a la peau qui commence à réagir. Et puis, il y a de l'eau qui commence à se former sous la peau, etc. Ça veut dire que tu imagines le nombre de signaux que tu envoies à la poubelle quand tu as une cloque qui arrive. Alors que moi, le petit signal du frottement, je suis là, ah non, moi, je veux pas de cloque. Parce que si j'ai une cloque, demain, je dois recourir un marathon avec. Donc, j'enlève la chaussure, enfin, juste la chaussette, je fais gaffe à la manière dont les lacets sont faits, etc. Donc, j'ai pas eu une cloque, mais c'est un boulot. Ça prend beaucoup de temps de temps intellectuel aussi, hein, de faire ça. Parce que ça prend du temps et il faut s'y soumettre. Parfois, je m'y soumettais plusieurs fois par course. Donc, je démarrais le premier, souvent 10 minutes après le début de la course. Et puis, j'allais en faire soit un autre, soit encore un autre, autant qu'il fallait. Et ça permettait donc de passer énormément de temps à écouter tout et à adresser tout. Et qu'est-ce que ça donne au résultat? Alors, est-ce que c'est dû uniquement à ça ou est-ce que j'ai un corps de super-héros qui ne se blesse jamais? Je n'y crois pas. Moi, je crois que le scan corporel a joué un rôle extraordinaire là-dedans, mais en fait que j'ai eu aucune blessure. Tu vois, c'est marrant l'anecdote sur la cloque parce que moi, au 3e jour, j'ai senti une douleur au niveau du tendon d'Achille à gauche. Alors que pendant toute ma prépa, c'était à droite que ça couinait. Mais là, au 3e jour, c'était à gauche. Pour l'histoire, je l'ai tenu jusqu'au jour 23 quand j'ai rencontré un super kiné à Salon de Provence, Charles-Henri Mollet, qui m'a réglé le problème en 2 jours, en 2 séances, parce que ça tombait le jour où j'avais pris un jour de repos, justement. Bref. Et donc, j'avais mal à ce tendon d'Achille. Et puis, je crois que ça a un petit peu éludé tout le reste des signaux que m'envoyait mon corps. Et au 15e jour, je crois que c'est ça, 31 mai, au 18e jour, je sens un truc bizarre dans ma chaussure à droite. Puis, j'enlève la chaussure. Pourtant, j'ai des chaussettes 5 doigts, tu sais, donc c'est le genre de chaussettes, tu les mets... Bon, là, sur le défi, ça s'enfilait assez facilement. Hop, j'enlève la chaussure, j'enlève la chaussette, et là, qu'est-ce que je découvre? J'ai juste un ongle qui a sauté, comme ça, paf. Et en fait, a priori, j'avais une grosse cloque au niveau en dessous de l'ongle, qui s'est formée en dessous de l'ongle, et puis ça a gonflé, puis ça a fait sauter l'ongle, et puis voilà, mais il n'y avait pas de douleur entre temps. Donc, pour revenir sur l'histoire des signaux complètement ignorés, mais t'imagines le nombre de signaux que j'ai ignorés, parce que la cloque, qui pousse l'ongle qui saute, et une fois que l'ongle a sauté, bah, j'ai fini comme ça, et je ressentais pas de douleur. Mais est-ce que je ressentais pas, ou est-ce que mon cerveau n'écoutait pas ce signal-là? Bref. Ouais, donc du coup, ce scan corporel qui t'amène à bien te connaître, à bien maîtriser, mais justement, si t'as un frottement, ok, tu t'arrêtes, tu remets bien la chaussette, fine. Mais si ça couine au niveau du genou, ça couine au niveau de la hanche, ça couine au niveau des lombaires, ça couine au niveau des épaules, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu t'arrêtes? Je vais te donner un exemple très précis. Au bout de, je crois, ça faisait un peu 2 mois de course ou quoi. Je courais beaucoup sur les sentiers, notamment sur la fin de la traversée de l'Espagne, la traversée des Pyrénées pour arriver en France. Et puis, comme ça, au bout de quelques jours, je me dis, mais commencer à avoir des tensions dans les chevilles. Enfin, c'est con parce que si je vais avoir mal aux chevilles, ça va être un handicapant pour la suite de l'aventure. Et donc, je me focus beaucoup sur ces chevilles. Et je vois pas, et toi, parfois c'est à la proprioception, parfois c'est au visuel, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, je me dis, mais ça fait combien de jours que je cours sur des sentiers, etc., tu vois, qui sollicitent beaucoup la cheville. Je dis, bah, écoute, je vais voir, je vais changer un peu mon itinéraire, je vais revenir sur de la route pour les quelques prochains jours et voir si ça va.
Et je reviens sur la route et ça va mieux. Et puis, ça va mieux, mais c'est pas parfait. Et je me dis, bon, il faut en prendre soin de cette cheville. Je ne veux pas qu'on arrive à une blessure. Et là, je me rends compte que ça fait quand même déjà plus de 2000 kilomètres que je suis sur la même paire de chaussures. Et donc, je me dis, parce que moi, j'attendais qu'elle soit foutue, ma paire de chaussures, là, elle était bien, elle était très confortable. Donc, j'ai fini par changer mes chaussures. Donc, ça a redonné beaucoup de stabilité au niveau de la cheville. J'ai continué un peu sur route jusqu'à ce que je me sente bien, bien solide au niveau des chevilles et je suis repartie. Donc, ça, c'est un exemple. Ou parfois, c'est juste le terrain et ton équipement qui va faire que tu souffres indûment. Mais ça vaut le coup d'essayer de trouver toutes les solutions. Après, ça m'est arrivé j'avais une douleur au niveau à l'intérieur de la jambe, de l'aine, en fait. Et ça, c'était en fin d'aventure, hein. J'étais en train de finir en traversée de l'Australie. Je me dis, c'est bête, je vais pas m'handicaper, j'ai bientôt fini, ça serait con d'arriver en boitant alors que j'ai couru sans problème. Et donc, on réfléchit, et en fait, sur la fin de la traversée de l'Australie, j'avais perdu beaucoup de poids. C'est bizarre, mon poids était stable pendant toute l'aventure, et genre, sur le dernier mois et demi, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Et en fait, en perdant du poids, j'avais l'impression, je regardais dans la structure j'avais perdu du muscle, notamment en haut des cuisses. Et donc, il a fallu que je change un peu la manière dont je posais mon pied par terre pour solliciter d'autres muscles de la cuisse qui, eux, avaient l'air de ne pas avoir été impactés ou d'être restés du moins en l'état. Donc voilà, de rajuster sa posture à un changement de physionomie finalement, qui est arrivé graduellement. Donc tu vois, il y a toujours manière tu sais, moi j'ai quand même étudié les planches d'anatomie, hein. Je ne connaissais pas grand-chose. J'ai découvert qu'il y avait 26 os dans le pied, que c'était une formidable machine d'amortisation de la foulée. J'ai découvert le nombre de muscles qu'on avait dans les jambes, etc., comment ils fonctionnaient. Donc en fait, quand tu es vraiment au taquet avec ça, quand tu es clair sur qui fait quoi, c'est comme tes ressources dans une entreprise. Tu sais que tu dois demander à Jocelyne de faire ça et à Jean-Jacques de faire autre chose, et tu vas pas inverser, sinon ça marche pas. Ils savent pas faire les tâches l'un de l'autre. Enfin, tu vois, c'est un peu comme vraiment savoir qui fait quoi en fait. Et du coup, tu arrives à être un peu plus fin dans la demande que tu imposes à ton corps. Bon, je note que tu as été quand même marqué par quelques années dans la finance, hein, parce que amortisation, c'est plus sur la partie comptable. Mais bon, là, c'est un délire entre financiers. Et en anglais, on dit amortization, mais je sais pas comment tu dis l'amorti, ouais, tout bêtement. Ouais, l'amorti, voir l'amorti, c'est quand ça, c'est le fait, c'est ce qui sert à arrêter. Après, c'est l'amortissement, je dirais. Mais c'est pareil, on n'est pas loin des termes comptables. C'était la petite pique, juste pour rire. Ah, mais non, mais j'ai fait beaucoup de préservation du capital et des assets. C'est ça que je faisais. Mon corps, c'était un peu mon capital le plus précieux et il fallait le préserver au maximum. Donc, voilà. Tu m'étonnes. Et tout ça. Est-ce que tu as noté, juste pour le délire, quelques stats sur l'alimentation? Qu'est-ce que tu mangeais, le nombre de calories, parce que ça doit être des chiffres qui sont aussi hallucinants là-dessus. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que pendant ma préparation, en fait, j'avais lu les livres des 6 avant moi qui avaient fait leur tour du monde en courant, et je me disais, mais comment ils font? Ils vont courir 40, 50, 60 km par jour, mais ils doivent manger 10 000 calories, mais moi, je pourrais jamais manger 10 000 calories par jour. Donc, je contacte Tom Dennis, l'Australien, parce qu'il était plus proche de moi en zone géographique, on se parlait souvent. Et je lui dis, mais Tom, je viens de faire un calcul sur Internet, ça me dit que je vais devoir manger 8 000 calories par jour. Je lui dis, je vais jamais y arriver, comment tu faisais? Et puis, il se marre, il rigole, il me dit, non, mais t'inquiète pas, laisse faire, ça se fera intuitivement. Je me dis, bah, il est gentil, mais enfin, quand même. Et donc, du coup, je suis partie dans le tour du monde. Et en fait, tu te rends compte et ça aussi, j'aurais aimé que ça soit suivi par l'INSEE, mais ça n'a pas pu se faire, peut-être dans une prochaine aventure. En fait, mon nombre de calories, il a rarement dépassé 2 à 3 000 calories par jour. C'est ça qui est fabuleux. Et non seulement il a jamais dépassé 2 à 3 000 calories par jour, mais il n'y avait aucun limite. C'est-à-dire, t'es en Europe, déjà ton régime alimentaire, il varie à chaque pays, parce que tu ne manges pas la même chose au Portugal que dans le sud de la France, qu'en Belgique ou qu'en Turquie. T'arrives aux États-Unis, tu traverses le Big Midwest. Pendant 3000 kilomètres, tu n'as que des pizzas congelées et des burgers congelés. T'arrives en Amérique du Sud, alors là, c'est what not. Tout est complètement, le régime alimentaire change en permanence, il y a aucun, et en fait, il y a aucune, ce qui est formidable, c'est que il y a aucun changement dans ma performance de course. Ma vitesse est la même sur chacun des continents. J'étais à peu près à 9,2, tu vois, pour être précis, 9,2 km/h de moyenne sur chacun des continents.
ça n'a pas varié. Et le régime alimentaire, il a été mais aux antipodes en permanence. Donc pour moi, c'est un mystère et en même temps, c'est aussi ce qui est fabuleux avec le corps humain, sa capacité d'ajustement, d'adaptation qui est folle. Mais j'aurais bien aimé comprendre, j'aurais bien aimé que ça soit analysé. Et dans une prochaine aventure, j'aimerais bien donner mes données à quelqu'un qui peut en faire quelque chose scientifiquement. Bon, on a eu l'occasion d'interviewer certaines personnes de l'INSEP, je te filerai quelques contacts, mais je pense que tu en as bien plus que moi. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, autant je te disais sur la partie scan corporel, je pense que je suis très mauvais. Par contre, sur la partie nutrition, alimentation, j'ai remarqué que en fait, même si tu t'écoutes pas forcément, ton corps non seulement il régule, mais il régule aussi à l'envie. C'est-à-dire, au fur et à mesure où tu avances dans ton défi, tu vas avoir des envies et même si tu te dis, à la limite, une pizza, c'est peut-être pas la meilleure chose à manger maintenant, mais en fait, ton corps, il te dit, là, j'ai envie d'une pizza, j'ai envie d'un truc et finalement, c'est ce dont tu avais besoin. Oui, il y a une anecdote rigolote, hein. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre. Moi, j'avais une tradition à chaque fin de course, c'était toujours ma pinte de bière, quoi. J'avais ma pinte de bière à chaque déjeuner, quoi. Et en fait, est-ce qu'elle a contribué à quelque chose, cette pinte de bière? Probablement. D'une part, elle apporte pas mal de calories. D'autre part, c'est du carbe quand même. Et puis, l'alcool, est-ce que ça aide pas un peu à détendre un peu les muscles? Voilà, je sais pas. Mais il y avait cette tradition. Donc, j'ai goûté toutes les bières du monde. J'ai fait quand même, je pourrais écrire un petit bouquin là-dessus d'ailleurs. Mais, et c'était une tradition qui m'a pas lâchée. Et voilà. Donc, tu vois, on n'est pas dans l'alimentation du sportif réglé au gramme près et au carbe près, quoi. Voilà. Ouais, t'étais dans une autre forme de performance. Tu cherchais pas à faire un record du monde sur le Tour du Monde. Alors déjà, avec les confinements au milieu, t'aurais eu un peu du mal. Tu disais? Mais j'ai quand même 2 records du monde. Oui, oui. Le record du monde du Tour du monde encore le plus rapide et je suis la première fois à avoir traversé 4 continents en entier. Mais effectivement, j'allais pas chercher ça. Comme tu le dis, c'était pas la performance. Puis même dans cet exercice-là, on va pas faire son meilleur marathon tous les jours, ça n'aurait aucun sens. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est pas du tout cette performance-là dans laquelle j'étais. Non, c'était pas de la performance dans la recherche d'un temps, d'une chose particulière. Donc, ça peut se comprendre aussi que tu laisses, entre guillemets, libre cours à tes envies et aux besoins de ton corps sans chercher absolument à tout millimétrer. J'imagine que sur le sommeil, c'est pareil. Tu te couches de toute façon quand tu cours un marathon par jour. Au bout d'un moment, tu tombes tout seul. Hein. Mais t'étais pas non plus là à millimétrer ton sommeil. Non, alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, justement, le sommeil, c'est ce qui a été le plus, qui a connu le plus de changements. Avant que je parte quand je travaillais dans la finance, je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Quand j'ai commencé le tour du monde, j'étais déjà sur du 8 heures facile, plus une sieste dans l'après-midi. Donc, j'étais en mode retraité, quoi. Mais, et je pensais que j'en avais besoin de cette sieste de l'après-midi, même si elle durait, je t'ai dit, elle durait une demi-heure, cette sieste, hein, c'était pas énorme, mais je pensais que j'en avais besoin. Et puis, au fur et à mesure de l'aventure, elle a sauté. Je m'en suis rendu compte que j'en avais pas tant besoin que ça. Et puis, quand je suis arrivée au niveau des États-Unis, où il y avait quand même pas mal de nuits de camping, alors au milieu des parcs naturels sauvages, avec les ours à côté et tout, donc on dort moins bien, hein, avec des petites nuits quand même, je vais pas vous le cacher. Mais et donc en fait, le sommeil, au début, je pense que c'était un gros facteur d'ajustement. Et puis progressivement, au fil des mois, au fil des années, il est revenu plus ou moins. Bon, je faisais quand même pas 5 heures par nuit, mais j'étais plus sur du 7 heures par nuit et ça passait quand même. C'est tellement excellent parce que c'est vrai qu'on pourrait dire au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure des jours, carrément au fil des années pendant ton défi. C'est ça, mais c'est pas la même ligne de temps. Ouais, c'est clair, c'est pas la même ligne de temps. De tout ça, tu nous as dit que t'en as ressorti plein de choses, plein de souvenirs. Évidemment, un livre, on est revenu un petit peu dessus, aux éditions Calman Levy, ce qui est pas mal quand même, hein, comme éditeur. Et puis tu nous as glissé aussi, comme ça, je te dis que je l'avais posé, mais tu l'as redit de toute façon, qu'il y avait peut-être d'autres défis, d'autres projets, des choses aussi énormes. Aussi énormes, je sais pas, parce que bon, est-ce que j'irais refaire un tour du monde? Enfin, franchement, hein, si j'en avais les moyens financiers, je repartirais sans problème, refaire un tour du monde en prenant une autre ligne, hein, parce que j'ai traversé par exemple les US de Seattle à New York, moi ça me dérangerait pas de faire de la Californie à la Floride, ça serait tout le temps une nouvelle expérience. Mais non, enfin, je pense pas repartir sur autant d'années, du moins pas dans l'immédiat. En revanche, c'est vrai que j'ai traversé 4 continents peuplés en courant, de part en part, et donc il en reste 2, que sont l'Afrique et l'Asie. Alors c'est vrai que c'est des continents qui géopolitiquement sont quand même pas simples, parce que là, si on parle de l'Asie, par exemple, partant des rives du Bosphore où je m'étais arrêtée, il faut aller traverser soit la Russie, donc a priori non, tous les pays en stand, donc il y a quand même pas mal de Kazakhstan, Pakistan, etc. C'est quand même compliqué.
Donc, l'Asie, pour moi, est encore un petit peu plus compliquée. J'attends que la situation se dégage un peu. En revanche, l'Afrique, j'ai trouvé une ligne de traversée. Que pourtant, l'Afrique, c'est pas simple, hein. Il y a encore le Congo, il y a encore, il y a 1000 conflits, 1000 problèmes en Afrique. Mais j'ai trouvé une ligne qui permet de le traverser d'un océan à l'autre en faisant 4-5 mois de course. Et bon, si la situation géopolitique change pas, j'aimerais que ce soit mon projet de 2025, donc qui me laisse quand même le temps de me remettre un petit peu à flot financièrement sur l'année 2024. Et puis voilà, ce serait une aventure plus courte. Tu vois, on parle de 4 mois, 5 mois, mais pour moi c'est la même chose. Tu parles de tous ces souvenirs que j'ai sur tout ce qui reste. Moi, s'il y a une chose qui reste de tout ça, c'est la valeur incroyable qu'il y a à aller dans le monde et à y aller. Il n'y a pas besoin d'être aux antipodes, hein. Comme toi, tu as traversé de la France, elle est extraordinaire, il y a une valeur, tu as appris quelque chose sur la France. Tu vois la France différemment, tu en as vu toute sa beauté, toute sa richesse, tu en as vu l'accueil des habitants, tu en as vu tout ça. Et en fait, cette expérience-là, on la renouvelle à l'infini quand on y va, et encore quand on y va en courant, plus à nu devant tout, devant le monde, devant les gens, devant tout. Et donc, on en reçoit beaucoup plus en retour. Et donc, c'est cette valeur-là d'y aller et d'aller chercher du monde quelque chose d'autre que ce que je peux en recevoir si je reste sur mon canapé toute la journée, à regarder des émissions du monde entier à la télé. Tu vois, et c'est ça qui est pour moi qui est intéressant. Et cette valeur-là, je pense que maintenant, elle est complètement ancrée en moi. J'aime la partager, j'essaie de l'expliquer et c'est ce qui me guide. Ouais, il y en aura d'autres projets, bien sûr, j'espère. Tant que je suis encore en pleine santé, ouais. Tiens, d'ailleurs, tu dis en pleine santé, ça me fait réagir. Est-ce que tu crois que ce genre de défi, ça permet de garder la forme, de garder la santé? Souvent, on entend dire, ouais, le sport, trop de sport, ça nuit à la santé. Bon, souvent des gens qui pratiquent pas, c'est peut-être un peu de jalousie aussi, mais est-ce que tu crois que de tels défis, ça permet justement de garder la santé? Je parle de la santé physique, hein, pas forcément de la santé mentale, parce que là, on l'aura bien compris, ça décuple la santé mentale, évidemment. Moi, j'ai vraiment des certitudes à ce niveau-là. C'est que d'une part, d'avoir couru comme ça pendant 2 ans et demi, et le fait aussi que j'ai pas eu de blessure la tête, hein, d'une certaine manière, ça a renforcé, dans mon cas, ça a renforcé la solidité de le joint de mes articulations, de mes os, de ma structure musculaire, etc. Ça, j'en suis convaincue. Et je suis convaincue aussi que ça a complètement surboosté mes réponses immunitaires. Je n'ai rien attrapé en ces 2 ans et demi. Et alors, là où c'est super drôle, donc j'ai même pas eu un rhume, j'ai rien eu, quoi. Et pourtant, hein, j'ai traversé tous les climats, toutes les contrées. Et je crois que c'est à 2 semaines de l'arrivée sur Sydney, donc à 2 semaines de la fin de l'aventure, je chope le Covid en sortant de Melbourne. Donc il me restait plus que Melbourne, Sydney à faire. Et là, on fait un test, hein, parce qu'il y a la copine chez qui on était, chez qui on avait résidé quand on était à Melbourne, nous envoie un message en me disant, je suis désolée, vous venez de partir, mais je viens de tester positif au Covid aujourd'hui. Donc on se précipite dans une pharmacie, on fait un test, boum, Covid. Et en fait, j'ai eu une demi-journée de symptômes. C'est fait. Et je pense que... Et peut-être, c'est marrant parce que, si tu te rappelles bien, à l'UTMB de l'an dernier, Kylian Jornet l'avait fait, il l'avait gagné, alors qu'il avait le Covid, je crois, ou il l'avait eu juste avant, enfin, un truc de fou. Et je pense aussi que lui, il fait partie des gens... Alors, on n'est pas tous à la même enseigne, hein. Il y a des sportifs qui peuvent être frappés de plein fouet aussi par des maladies. Mais dans mon cas propre, je pense que ça a complètement boosté mon système immunitaire. C'est une certitude. Donc, dans mon cas, parce qu'on peut pas généraliser, tu vois, c'est des sujets qui sont trop. On a vu des athlètes être frappés de de plein fouet par le Covid ou d'autres maladies. Donc il y a jamais d'immunité garantie, mais je trouve que voilà, si c'est fait intelligemment, et puis si on a aussi les bons gènes, je pense qu'avoir les bons gènes, c'est aussi très essentiel. Merci papa, merci maman pour ça quand même. Et depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as été malade? Parce que moi, j'ai pareil, hein, pendant toute la prépa, pendant le défi, rien. Voilà, peut-être un petit rhume, mais comme toi, qui a duré une demi-journée, quoi, une demi-après-midi. Et par contre, il y a 15 jours, je me suis tapé un rhume, et pendant 15 jours, je crois que j'ai rattrapé 3 ans où j'avais pas été malade. Oui, c'est ça. J'en ai eu un comme ça l'hiver dernier, donc sur le retour du Tour du Monde, en fait, des 3 mois que j'étais revenue, j'en ai pris un qui m'a bien terrassé, et je me suis dit, tiens, ça c'est une petite revanche. Et c'est vrai qu'en même temps, j'avais complètement je courais plus 40 km par jour, je courais 3 fois par semaine quand c'était une bonne semaine, donc j'avais complètement, j'imagine que toutes mes défenses immunitaires se sont ramassées. Elles ont dit, bon, on n'a plus besoin de nous, on s'en va. Donc, et voilà ce qui est arrivé. Mais
Non, mais de manière générale, c'est quand même bon pour la santé, on peut dire. Ouais, bah ça me rassure, hein. Ça veut dire que je suis pas le seul à avoir arrêté brusquement après ma ligne virtuelle et puis à se dire un petit peu le premier mois, tu te dis bon, ouais, c'est normal, quoi. Faut essayer de récupérer. Puis après, tu te dis bon, peut-être que je me bouge quand même. Oui, c'est ça. Ça met un peu de temps, mais faut laisser faire des choses naturellement. Tu sais, c'est aussi finalement, même si on l'a très bien vécu, c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup demandé, c'est beaucoup c'est pas juste le physique, hein, aussi, c'est toute l'énergie intellectuelle qu'on met pour y arriver, pour s'insuffler cette discipline au quotidien. Donc, au bout d'un moment, tu vois, tu t'as envie de te dire, c'est pas grave, si le corps a envie de prendre 1, 2, 3 mois, c'est pas grave. Tu vois, dans le grand truc, dans le grand ordre des choses, tu retrouveras ton amour de la course à pied, tu y reviendras naturellement, donc c'est pas très grave. C'est excellent parce que les ordres de grandeur chez toi sont pas les mêmes. Écoute, d'habitude, on termine l'épisode de ce podcast qui s'appelle Devenir triathlète en demandant comment devenir triathlète. C'est une question à laquelle tu as déjà répondu dans les premiers épisodes, donc je vais pas te la refaire. Par contre, malgré toute la dose d'inspiration que tu nous as délivrée, je voudrais te demander encore, à ton avis, quelqu'un qui aurait une idée d'aventure, une idée de défi, et encore une fois, une aventure, ça peut être juste de sortir de chez soi. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment est-ce qu'on se met dans ce mindset? Comment est-ce que on fait ce premier pas pour aller vers son aventure? Alors moi, je suis très pragmatique, comme tu nous l'as dit plus tôt, tu l'as remarqué, je viens du monde de la finance. Et moi, en fait, quand j'ai un objectif, quand j'ai un rêve, la manière que j'ai d'arriver à ce rêve, c'est d'aller construire le plan, le pont entre le réel et l'imaginaire, entre ce qui est dans mon esprit et le rêve que je veux atteindre. Et donc, je vais m'atteler à ce plan. Si mon plan, c'est de réussir à faire un tour de 5 km en courant, alors que toute ma vie, je l'ai passé à pas faire de sport, justement, et ben, je vais y aller doucement et je vais mettre ça sur le papier. Je vais mettre, tiens, pendant les 2 premières semaines, tu vas juste aller faire entre 500 mètres et 1 km par jour, marchant, courant, c'est pas grave, t'alternes. La 3e à la 4e semaine, tu vas faire, et je vais faire comme ça quelque chose de progressif. Et une fois que je l'aurai sur le papier, c'est comme si j'avais mon plan de route, en fait. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je fais parce que c'est une chose qui me rassure. Après, les plans, ils volent en éclats, hein, pour X ou Y raison, parce qu'on va plus vite, parce qu'on va moins vite, parce qu'il y a le Covid qui arrive, ou je sais pas quoi. Mais pour moi, la construction du plan, elle est essentielle parce que elle me dit, ah bah, le rêve, en fait, il est à portée de main. Il y a un passage, il y a un pont qui existe. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais tout le monde n'est pas branché pareil, mais c'est le seul conseil que je peux donner. Bah écoute, merci beaucoup. Déjà, je t'ai appelé par ton nom et ton prénom, mais t'as un petit surnom quand même dans le monde de la course à pied. C'est ça. Et d'ailleurs, mon blog, hein, mon site internet était basé sur ce surnom. C'est parce que mon nom, c'est Marie Léoté, mais à l'étranger, ça devenait souvent Lutti. Et donc, bah voilà, les gens ont fini par m'appeler Louti, L-O-T-I-E. Et donc, c'est comme ça qu'on me retrouve sur Internet et notamment tout mon carnet de voyage qui est en ligne et disponible. Et n'oubliez pas non plus le livre Le monde sous mes pieds. Voilà, justement, j'allais te demander où est-ce qu'on te retrouve si on veut rester en contact avec toi et puis même si on veut lire tes histoires. Donc, c'est ton histoire pour l'instant. Peut-être que tu écriras d'autres livres pour trouver le fil rouge avec tous tes défis, toutes tes histoires et notamment cette traversée de l'Afrique, peut-être cette route que tu as trouvée. Donc, sur les réseaux, c'est l'outil runner et puis le livre Le monde sous mes pieds. C'est exactement ça. En tout cas, j'aimerais bien vous retrouver. De toute façon, on se reparlera d'ici là, mais Défi Afrique 2025. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. Je note. Et puis si tu retournes à l'Armitière à Armand, je te l'ai dit, moi je suis rouennais à la base, donc si tu y retournes, fais signe et puis on verra si on arrive à se croiser là-bas ou ailleurs, hein, peut-être un jour pour repartager à nouveau un peu de course à pied ensemble. Super, bah écoute, merci beaucoup Marie, on te souhaite une bonne continuation, encore plein de belles foulées et puis on suivra avec attention ce projet en 2025. Super, merci beaucoup Manu, un plaisir de parler avec toi, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.